Le 27 juin 2025, à Abuja, un tournant silencieux a été acté. 19 pays africains ont signé un accord de paiement transfrontalier. Des transferts autrefois lents et chers passent à des secondes avec des frais qui pouvaient grimper jusqu'à 30%. En quelques lignes de code et une compensation locale, l'argent cesse de traverser l'Atlantique et la mécanique qui maintenait le continent dans l'orbite du dollar perd du terrain. Pour Ibrahim Traoré et pour ceux qui l'écoutent, reste l'essentiel. Cette autonomie sera-t-elle durable ou freinée par les fragilités et les pressions externes ? Ce qui se joue ici dépasse largement une innovation technique dans les paiements. Pour le spectateur, l'enjeu est clair. Comprendre comment une décision financière apparemment abstraite peut modifier la compétitivité des entreprises, la marge de manœuvre des États et le quotidien des citoyens ordinaires. En restant jusqu'au bout, il s'agit de distinguer ce qui relève d'un véritable gain structurel de ce qui pourrait n'être qu'un avantage temporaire. Car derrière la baisse des frais et la vitesse accrue des transactions se cachent des questions plus lourdes. Qui contrôle réellement les flux ? Qui assume les risques systémiques et qui capte la valeur créée ? Le système PAPS promet une souveraineté financière renforcée, mais il expose aussi les fragilités des infrastructures locales et les tensions géopolitiques latentes. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, l'enjeu est double. Il s'agit à la fois de consolider des bénéfices économiques tangibles à court terme et d'éviter que cette nouvelle architecture ne crée d'autres dépendances, moins visibles mais tout aussi contraignantes. La promesse est forte, mais le pari l'est tout autant. En 6 mois, un indicateur a surpris les observateurs. Le volume des paiements transfrontaliers a progressé d'environ 25% dans les premiers corridors testés. Ce chiffre, encore partiel, suffit à signaler que le changement ne relève pas d'un simple ajustement technique, mais d'un déplacement réel des usages et des incitations économiques. Le cœur du basculement tient à une rupture de trajectoire. Avant PAPS, un paiement entre deux pays africains suivait un détour systématique par des banques correspondantes hors du continent. Conversion en dollars, délais cumulés, frais opaques, la lenteur et le coût faisaient partie de la norme. Avec la compensation locale, l'argent circule désormais à l'intérieur du système africain en s'appuyant sur les banques centrales nationales. Le temps de traitement se mesure en secondes et les coûts chutent à des niveaux qui rendent enfin viables des échanges auparavant marginalisés. Ce mini-révélateur éclaire une dynamique plus large. En réduisant la friction, le système modifie la décision même de commercer. Des entreprises qui hésitaient à exporter dans la région franchissent le pas, non par idéologie, mais parce que la trésorerie cesse d'être immobilisée plusieurs jours. Cette fluidité redessine les priorités. La rapidité devient un avantage compétitif et la proximité régionale reprend de la valeur. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un promoteur isolé que comme un bénéficiaire stratégique d'un mouvement collectif. Pour des États confrontés à des contraintes budgétaires fortes, la récupération de marge, jusque-là absorbée par des intermédiaires extérieurs, n'est pas anecdotique. Elle ouvre un espace de décision supplémentaire, même limité, dans la conduite des politiques économiques. Le contexte reste néanmoins contraint. Les infrastructures sont inégales, la gouvernance encore en construction et les équilibres géopolitiques sensibles à toute réduction de dépendance au dollar. Mais le signal initial est clair. Lorsque le coût baisse et que le temps se comprime, les comportements suivent, et c'est précisément là que commence la transformation. Sur le terrain, la transformation ne se lit pas dans des communiqués, mais dans des gestes quotidiens. Dans un corridor commercial reliant le Ghana et le Nigeria, une coopérative de commerçants a vu ses paiements passer de 3 jours d'attente à quelques secondes. Ce gain de temps, en apparence modeste, a immédiatement modifié la gestion de trésorerie, moins d'avances immobilisées, moins de stress sur les stocks, plus de capacité à réinvestir rapidement. Ce type de microcas éclaire le rôle des acteurs intermédiaires. Les banques centrales, longtemps cantonnées à un rôle de relais vers des systèmes étrangers, deviennent des nœuds actifs du réseau. Elles valident, compensent et supervisent les flux à l'échelle régionale.
Pour les entreprises locales, cette proximité institutionnelle réduit l'incertitude et améliore la lisibilité des règles du jeu. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette séquence comme un lecteur attentif des signaux faibles. L'enjeu n'est pas seulement de saluer une innovation, mais d'anticiper ses effets d'entraînement. Lorsque les paiements accélèrent, les chaînes logistiques s'ajustent. Lorsque les coûts baissent, des échanges auparavant jugés non rentables deviennent possibles. Ce sont ces changements graduels, cumulés, qui dessinent un impact macroéconomique. Les premiers effets restent hétérogènes. Là où l'électricité est stable et la connectivité fiable, l'adoption progresse vite. Ailleurs, les gains sont plus lents et plus fragiles. Mais même partielle, cette avancée introduit une nouvelle référence. La normalité n'est plus le délai, mais l'instantanéité. En clair, quand l'argent circule plus vite, l'économie respire autrement. Avant, chaque paiement interafricain suivait un rituel coûteux et lent. L'argent quittait le continent, transitait par des places financières étrangères, se convertissait en dollars, puis revenait après plusieurs jours amputé de frais parfois supérieurs à 20%, voire 30%. Après, la trajectoire s'est resserrée. Avec PAPS, la compensation reste locale, le temps se compte en secondes et les coûts chutent à des niveaux compatibles avec le commerce régional. Ce basculement marque le déclencheur d'une séquence plus large. La montée en puissance commence discrètement. En amont de juin 2025, des réunions techniques s'enchaînent à Abuja, Accra et Lagos. Banquiers centraux et ministres des Finances s'attaquent à un problème ancien, la dépendance structurelle aux infrastructures étrangères. Le choix de la compensation locale n'est pas idéologique, il est pragmatique. Réduire les délais, sécuriser les flux, garder la valeur sur le continent. Lorsque 19 pays signent l'accord, le cadre est prêt mais l'impact reste à prouver. Les premiers tests servent de révélateurs. Dans les corridors pilotes, les entreprises constatent une amélioration immédiate de leur trésorerie, 3 jours d'attente disparaissent, libérant du capital circulant. Les banques centrales observent, mesurent, ajustent, les volumes augmentent progressivement, signe que la confiance s'installe. Cette phase de montée est marquée par un apprentissage collectif. Procédures harmonisées, systèmes interopérables, gestion des incidents en temps réel. Viennent ensuite les répliques. En octobre 2025, l'extension à de nouveaux pays comme le Kenya et l'Égypte change l'échelle du dispositif. Des plateformes régionales rejoignent le système, élargissant l'écosystème. Chaque ajout renforce l'utilité du réseau, créant un effet cumulatif. Plus il y a de participants, plus l'incitation à entrer devient forte. Le commerce intra-africain gagne en fluidité et les échanges régionaux cessent d'être l'exception. Sur le plan politique, la séquence prend une autre dimension. Des dirigeants comme Ibrahim Traoré y voient un levier de souveraineté concrète. Moins de dépendance aux circuits extérieurs signifie davantage de marge dans la conduite des politiques économiques. Les banques centrales, désormais au centre des flux, renforcent leur rôle face aux acteurs internationaux. Cette redistribution des cartes n'est pas passée inaperçue à l'extérieur du continent. Les réactions internationales oscillent entre prudence et inquiétude. Certains partenaires occidentaux s'interrogent sur la perte de visibilité des flux financiers africains. D'autres redoutent une fragmentation accrue des systèmes de paiement mondiaux. Les promoteurs de PAPS répondent que par un discours d'équilibre. Il ne s'agit pas de rompre, mais de rééquilibrer. La coopération reste possible, mais sur des bases moins asymétriques. Au terme de cette séquence, une chose est claire, le passage d'un avant lent et coûteux à un après rapide et maîtrisé a enclenché une dynamique difficile à inverser. Les événements se succèdent, chacun amplifiant le précédent et redéfinissent progressivement les règles du jeu économique régional. Le point de départ est connu et largement documenté. Avant PAPS, un paiement transfrontalier africain prenait en moyenne entre 3 et 5 jours, avec des frais pouvant atteindre 20%, et dans certains cas jusqu'à 30% du montant transféré. Ce point de référence n'était pas une anomalie ponctuelle, mais une caractéristique structurelle du système. Conversions multiples, intermédiaires successifs, délais incompressibles. Elle agissait comme un frein constant sur le commerce régional. Le premier écart mesurable concerne le temps.
Dans les corridors pilotes, notamment entre le Ghana et le Nigeria, les paiements sont désormais compensés en quelques secondes. Le passage de plusieurs jours à l'instantanéité modifie la gestion financière des entreprises. La trésorerie n'est plus immobilisée, les cycles de paiement se raccourcissent et la planification devient plus prévisible. En une phrase, le temps, auparavant perdu, redevient une ressource productive. Le deuxième écart touche au coût. Là où les frais dépassaient régulièrement 20%, ils sont descendus sous la barre des 3% dans certains corridors. Cette baisse n'est pas marginale. Elle représente une économie directe pour les commerçants, mais aussi un signal prix puissant. Des échanges auparavant non rentables deviennent viables. Pour les petites et moyennes entreprises, souvent les plus sensibles aux coûts bancaires, cet écart change la décision même d'entrer sur un marché régional. Un troisième indicateur éclaire l'ampleur du phénomène. Selon des données relayées par des banques centrales participantes, le volume des paiements transfrontaliers a augmenté d'environ 25% au cours des 6 premiers mois, suivant l'introduction de PAPS dans les zones test. Cette hausse ne peut être attribuée uniquement à une croissance économique générale. Elle suggère un effet d'adoption lié à la réduction des frictions. Quand le coût baisse et que la vitesse augmente, l'usage suit. Les effets ne se limitent pas au secteur privé. Pour les États, l'élimination d'intermédiaires étrangers libère des ressources. Un exemple souvent cité est celui du Kenya, qui a pu réallouer environ 100 millions de dollars vers des investissements publics après avoir réduit ses coûts de transactions internationaux. Ce chiffre illustre un mécanisme simple. Moins de frais sortants, plus de marge budgétaire, même modeste, pour des priorités nationales. Enfin, la robustesse du système constitue un indicateur clé. Les premiers tests font état d'un taux de réussite proche de 98% dans le traitement des paiements via PAPS. Ce niveau, atteint dans des conditions réelles et avec des volumes croissants, renforce la crédibilité de l'infrastructure. Il ne supprime pas les risques liés aux coupures d'électricité ou à la connectivité, mais il montre que la technologie tient sous pression. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres ne sont pas abstraits. Ils traduisent une capacité accrue à décider dans un espace contraint. L'écart n'est pas seulement économique, il est politique. Chaque point de coût gagné et chaque jour de délai supprimé élargissent légèrement le champ des possibles. C'est dans cette accumulation de gains mesurables que se joue la portée réelle du changement. Les critiques du système PAPS s'organisent autour de deux objections principales qu'il faut prendre au sérieux. La première concerne la fragilité des infrastructures. Dans plusieurs régions, l'électricité reste instable et la connectivité inégale. Des interruptions répétées pourraient, selon ces analystes, compromettre la fiabilité des paiements instantanés et miner la confiance des entreprises. Un système rapide mais irrégulier perdrait son avantage, surtout pour des acteurs qui dépendent de flux continus pour gérer leurs stocks et leurs engagements financiers. La seconde objection est d'ordre géopolitique. En réduisant la dépendance aux circuits libellés en dollars, l'Afrique s'expose à des pressions externes. Certains partenaires pourraient percevoir PAPS comme un pas vers la fragmentation financière mondiale. Cette lecture alimente la crainte de réactions indirectes, durcissement réglementaire, surveillance accrue, ou refroidissement des relations économiques avec des acteurs majeurs. Dans ce cadre, l'autonomie pourrait avoir un coût diplomatique non négligeable. Ces critiques pointent des risques réels, mais les données initiales invitent à nuancer. Sur le plan technique, le taux de réussite proche de 88% observé lors des premiers déploiements montre que le système fonctionne malgré des conditions imparfaites. Les banques centrales ont intégré des mécanismes de redondance et de compensation différés pour limiter l'impact des pannes ponctuelles. L'objectif n'est pas l'infaillibilité immédiate, mais une amélioration nette par rapport à un modèle déjà lent et coûteux. Sur le plan géopolitique, les promoteurs du projet insistent sur un rééquilibrage plutôt qu'une rupture. Les paiements internationaux hors Afrique continuent d'exister, mais les échanges intra-africains gagnent en autonomie. Cette distinction est centrale. Elle permet de réduire la dépendance sans s'isoler. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, cette posture intermédiaire offre une marge de manœuvre, renforcer la souveraineté économique tout en maintenant des canaux de coopération ouverts. En définitive, le débat oppose moins progrès
et risquent que deux façons de gérer l'incertitude. Les objections rappellent les limites structurelles, la réponse souligne que le statu quo comportait déjà des coûts élevés et invisibles. Entre immobilisme et expérimentation maîtrisée, PAPS incarne un choix assumé, accepter des risques connus pour corriger des déséquilibres anciens. Le véritable basculement introduit par PAPS apparaît à mi-parcours. Le système ne change pas seulement la rapidité des paiements, il redéfinit qui tient le centre de gravité financier. Lorsque les transactions restent sur le continent, la visibilité, le contrôle et l'apprentissage restent eux aussi locaux. Ce déplacement, moins spectaculaire que la chute des délais, modifie en profondeur les rapports de force. Jusqu'ici, la majorité des flux intra-africains passaient par des infrastructures extérieures, offrant à des acteurs non africains une lecture fine des échanges régionaux. Avec la compensation locale, cette information stratégique se concentre davantage au niveau des banques centrales africaines. Elles voient mieux, arbitrent plus vite et peuvent ajuster leur politique avec des données plus proches du terrain. Pour Ibrahim Traoré, ce point médian change la lecture du projet. L'enjeu n'est plus seulement d'économiser des frais ou de gagner du temps, mais de reconstruire une capacité institutionnelle. Chaque transaction traitée localement renforce l'expérience, améliore les outils de supervision et consolide une autonomie décisionnelle progressive. Ce sont des gains lents, cumulés, rarement mis en avant dans les annonces publiques. Cette révélation requalifie aussi les risques. Les fragilités techniques demeurent, mais elles sont désormais visibles et traitables de l'intérieur plutôt que diluées dans des chaînes opaques à l'étranger. À partir de ce point, PAPS cesse d'être perçu comme une simple infrastructure et devient un instrument de pouvoir économique discret mais structurant. Pour les États, l'effet le plus immédiat tient à la récupération de marge de manœuvre. Lorsque les paiements intra-africains cessent de transiter par des intermédiaires étrangers, une partie des coûts disparaît mécaniquement. Ces économies, même si elles restent limitées à l'échelle de chaque transaction, s'additionnent dans le temps. Elles permettent au gouvernement de réallouer des ressources vers des priorités internes, comme les infrastructures ou les services publics, mais les services publics. Le cas du Kenya, qui a pu rediriger environ 100 millions de dollars vers la santé et l'éducation, illustre ce mécanisme sans le généraliser. Pour les entreprises, en particulier les PME, la conséquence est plus opérationnelle. La baisse des frais, parfois de plus de 20% à moins de 3%, change la structure des coûts. Des échanges auparavant jugés trop risqués ou peu rentables deviennent accessibles. La rapidité des paiements réduit aussi l'exposition aux fluctuations monétaires et améliore la prévisibilité des flux de trésorerie. Dans certains corridors, des coopératives ont enregistré des hausses de chiffre d'affaires de l'ordre de 25 à 30% après l'adoption du système, signe que la fluidité agit comme un catalyseur. Pour les citoyens, l'impact est moins visible, mais tout aussi réel. Les transferts transfrontaliers, souvent utilisés pour des activités commerciales de petite échelle ou des soutiens familiaux, deviennent plus rapides et moins coûteux. Cela réduit la dépendance à des circuits informels et renforce la confiance dans les systèmes bancaires locaux. À terme, cette normalisation des paiements peut contribuer à une meilleure inclusion financière, en particulier dans les zones frontalières où l'économie repose sur des échanges quotidiens. Enfin, pour la région, l'enjeu dépasse chaque acteur pris isolément. L'augmentation du commerce intra-africain, estimée autour de 15% en 2025 selon des données institutionnelles, suggère une intégration économique plus poussée. PAPS agit comme une infrastructure commune, favorisant l'interconnexion plutôt que la fragmentation. Cette dynamique renforce la résilience régionale face aux chocs extérieurs et réduit la vulnérabilité aux décisions prises hors du continent. Dans ce paysage, Ibrahim Traoré se situe à l'intersection de ces 4 niveaux. Pour le Burkina Faso, pays enclavé et dépendant des échanges régionaux, la réduction des frictions financières n'est pas un détail technique. Elle conditionne la capacité à commercer, à attirer des partenaires et à stabiliser des circuits économiques souvent fragiles. Les conséquences concrètes de PAPS montrent ainsi que le projet ne se limite pas à un symbole politique. Il agit sur des leviers tangibles, là où les décisions économiques se traduisent en effets mesurables. Le premier scénario est celui de la consolidation progressive. Dans cette trajectoire, les banques centrales poursuivent l'harmonisation de leur système et l'adoption par les entreprises
progressent à un rythme régulier. Les incidents techniques restent contenus, les coûts continuent de baisser marginalement et la confiance s'installe. Si cette dynamique se maintient, alors le commerce intra-africain gagne en profondeur sans rupture brutale. Les États conservent des marges limitées mais réelles, et PAPS s'ancre comme une infrastructure de référence, sans provoquer de tensions majeures avec les partenaires extérieurs. Le deuxième scénario repose sur une accélération régionale. Ici, l'effet réseau joue pleinement. De nouveaux pays rejoignent rapidement le système, des plateformes régionales élargissent l'écosystème et les volumes augmentent plus vite que prévu. Si cette accélération se produit, alors la baisse des coûts devient un avantage comparatif structurant pour les entreprises africaines. Les PME accèdent plus facilement aux marchés voisins et l'intégration économique s'intensifie. Cette trajectoire renforcerait la position de dirigeants comme Ibrahim Traoré, qui pourrait s'appuyer sur des résultats visibles pour défendre une autonomie financière accrue. Le troisième scénario est celui des frictions et pressions. Les fragilités techniques persistent dans certaines zones, provoquant des interruptions qui freinent l'adoption. Parallèlement, des pressions géopolitiques émergent sous forme de contraintes réglementaires ou de signaux dissuasifs envoyés par des partenaires internationaux. Si ces obstacles s'accumulent, alors le rythme de croissance ralentit. PAPS reste opérationnel, mais son impact se limite à certains corridors et l'élan initial se dilue. Ces scénarios ne s'excluent pas mutuellement. Ils peuvent coexister selon les régions et les périodes. La clé réside dans la capacité d'ajustement. Si les institutions renforcent la résilience technique et clarifient la gouvernance, alors les scénarios favorables gagnent du terrain. Dans le cas contraire, les frictions dominent. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu stratégique est d'anticiper ces bifurcations sans les surinterpréter. Penser en termes de scénarios plutôt que de promesses permet de garder une lecture lucide. Le futur de PAPS ne dépendra pas d'un seul choix, mais d'une série de décisions incrémentales prises dans un environnement incertain. Pour un entrepreneur, la transformation se lie d'abord dans la routine quotidienne. Des paiements plus rapides signifient moins de trésorerie immobilisée et une capacité accrue à négocier avec des partenaires régionaux. Les décisions d'achat, de stockage ou d'expansion deviennent moins risquées lorsque l'argent circule sans délai excessif. Cette prévisibilité change la manière de planifier, même à petite échelle. Pour un investisseur local ou régional, l'effet est plus structurel. La réduction des frictions financières améliore la lisibilité des marchés voisins. Les flux deviennent mesurables, traçables et comparables. Cela facilite l'évaluation des projets transfrontaliers et réduit la prime de risque associée aux délais et aux coûts imprévisibles. À moyen terme, cette clarté peut orienter davantage de capitaux vers des initiatives régionales plutôt que vers des circuits extérieurs. Pour les citoyens, l'impact est souvent indirect mais cumulatif. Lorsque les entreprises réduisent leurs coûts et accélèrent leurs transactions, certaines économies se répercutent sur les prix, l'emploi ou la disponibilité des biens. Les transferts transfrontaliers du quotidien, qu'ils soient commerciaux ou familiaux, gagnent en simplicité. Cette normalisation renforce la confiance dans les institutions financières locales et limite le recours à des solutions informelles plus risquées. Dans cette relecture centrée sur l'individu, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure distante que comme un acteur inscrit dans la même chaîne de décision. Les choix opérés au sommet influencent des mécanismes concrets, perceptibles à différents niveaux. Pour le spectateur, comprendre ces liens permet de dépasser le discours politique et d'identifier ce qui, dans cette réforme, touche réellement la vie économique. À ce stade, la question n'est plus de savoir si le système fonctionne, mais pour qui il crée le plus de valeur et à quelles conditions. C'est cette interrogation qui prépare l'étape suivante. La première étape consiste à harmoniser la gouvernance. Les banques centrales doivent continuer à aligner leurs protocoles de règlement, leurs normes de conformité et leurs mécanismes de supervision. Sans règles communes claires, les gains de vitesse et de coût risquent d'être compensés par des frictions institutionnelles. Une coordination régionale renforcée permettrait de traiter les incidents plus vite et d'assurer une lecture cohérente des flux. La deuxième étape vise à renforcer la résilience technique.
PAPS repose sur des infrastructures sensibles à l'électricité et à la connectivité. Investir dans des systèmes de secours, des redondances et des plans de continuité devient indispensable. L'objectif n'est pas d'éliminer tout risque, mais de réduire la probabilité que des pannes locales bloquent des échanges régionaux. Cette robustesse conditionne la confiance des entreprises et la montée en charge du système. La troisième étape concerne l'adoption par les acteurs économiques. Les PME restent le principal levier d'impact. Des programmes de formation, des incitations réglementaires et une simplification des procédures peuvent accélérer l'usage. Plus le volume augmente, plus l'effet réseau joue en faveur du système, renforçant son utilité collective. Une quatrième étape touche à la lisibilité internationale. Clarifier que PAPS vise l'autonomie intra-africaine sans rompre les liens globaux, réduit les malentendus géopolitiques. Cette communication stratégique est essentielle pour éviter des réactions défensives inutiles. Pour Ibrahim Traoré, cette feuille de route trace un équilibre délicat. Consolider les acquis sans provoquer de rupture brutale demande une discipline institutionnelle constante. Si ces étapes sont suivies, alors la question ouverte plus tôt trouve une réponse partielle. L'autonomie peut durer à condition d'être construite pas à pas. Au début, il y avait une salle de réunion et une ligne de code. Rien de spectaculaire. Pourtant, ce sont ces détails discrets qui ont commencé à déplacer des équilibres anciens. Le commerçant qui attendait 3 jours pour être payé, la banque centrale cantonnée à un rôle périphérique, l'État prisonnier de coûts invisibles, tout s'évolue désormais dans un cadre légèrement différent. Ce rappel ramène au fil conducteur. Ce qui a changé n'est pas seulement la technique, mais la perception de ce qui est possible. Quand les délais se contractent et que les coûts reculent, l'horizon s'élargit. Les décisions se prennent avec moins de contraintes, même si elles restent difficiles. L'autonomie n'est pas proclamée, elle s'expérimente. Pour Ibrahim Traoré, cette séquence n'est ni un aboutissement, ni une rupture totale. Elle ressemble davantage à un point d'inflexion. Le symbole compte, mais il ne suffit pas. Ce sont les usages répétés, les ajustements patients et les compromis assumés qui transforment une réforme en trajectoire durable. Chaque paiement traité localement renforce cette logique sans bruit. La force de ce moment tient précisément à sa sobriété. Pas de grands discours, pas de bascule instantanée. Juste une accumulation de gains concrets qui, mis bout à bout, redonne du poids à la décision économique locale. En une phrase, on peut retenir ceci. L'autonomie commence quand la dépendance cesse d'être automatique. Ce basculement financier discret pose une question plus large que le simple fonctionnement d'un système de paiement. Il interroge la capacité d'un continent à reprendre la main sur des mécanismes longtemps considérés comme intangibles. PAPS n'est ni une solution miracle, ni une rupture totale, mais un test à ciel ouvert de ce que peut produire une coopération régionale pragmatique. Pour les acteurs économiques, pour les décideurs, mais aussi pour les citoyens attentifs à ces évolutions, l'enjeu est d'observer sans simplifier. Où les gains sont-ils réels? Où les fragilités persistent-elles? Et à quelles conditions cette autonomie financière peut-elle se traduire par des bénéfices durables au-delà des premiers chiffres encourageants? Dans ce cadre, la trajectoire de dirigeants comme Ibrahim Traoré offre un point de repère, non comme modèle unique, mais comme illustration d'un moment de choix. Suivre, ajuster ou freiner. Chaque option a un coût et des conséquences. La discussion reste ouverte. Selon vous, cette réforme marque-t-elle le début d'un rééquilibrage durable ou seulement une parenthèse favorable dans un système mondial encore largement asymétrique ?